Concernant les carnets, alors pourquoi ce matin parler de Michaud? C'est un faisceau de pas mal de trucs. Par exemple, tous les matins, une des routines, c'est d'aller voir ces deux chaînes YouTube. Une qui serait pour les ateliers, mais qui a été ma chaîne un petit peu historique, elle a 12 000 abonnés. Et puis une que j'ai lancée il y a 2 ans, celle-ci, qui est un peu là, 2400 abonnés, c'est pas ça la question, mais que je voulais quelque chose de plus perso, indépendamment de cette chaîne où il y a les séries, les dossiers, les ateliers. Ça commence à trouver son équilibre. Mais cette chaîne, je l'avais ouverte au départ sur l'idée de vidéos verticales, pour pas noyer YouTube avec ces formes très brèves, de 1 à 3 minutes. Et même maintenant, je continue d'en faire des petites 3 minutes. Enfin non, en général, c'est 1 minute 40, 1 minute 50. C'est comme ça que ça vient. Un peu avec l'appareil tenu en main. Et je les mets sur Instagram et sur TikTok. Justement pour garder ici un espace plus podcast. Et par contre, quand j'ai lancé cette chaîne, donc il y a déjà 2 ans et quelques, je l'avais lancée avec une série qui s'intitulait Histoire de la littérature. Alors, je prenais des trucs, pareil, 1 minute et demie, 3 minutes maximum, juste dans ce petit créneau-là, vertical. Et puis tu prenais par exemple, non pas Michaud, mais là c'était sur une vidéo, c'est une histoire entre Sarraute et Beckett. Beckett, pendant la Résistance, clandestinement, est hébergé pendant 15 jours, 3 semaines chez Nathalie Sarraute. Alors il y a les filles, tout ça, et puis le matin il descend, ils sont en train, eux, de prendre leur petit déjeuner, et lui il descend avec son pot de chambre. Où est-ce que je le vide? Et c'était comme ça, l'histoire de la littérature, c'était de prendre des tout petits trucs. Et là, ce matin, j'avais un commentaire rageur, mais ça fait rien, c'est un truc d'1 minute et demie mis en ligne dans une série de 250, parce que ça va durer, ce truc. Et ouais, comment parler de Beckett ou Sarraute de cette façon? Bon, allez. Laisse tomber. Alors, dans les choses un peu polémiques aussi, comme ça, récemment, j'avais commandé le Pléiade Lovecraft. Attends, faut que je remette un peu mon... Hop là. Voilà, ça s'appelle un filtre ND. Tu tournes là, et ça, tu règles un peu les contrastes. Est-ce que j'avais commandé ce Pléiade Lovecraft? Ça fait 15 ans que je bosse sur Lovecraft, énorme. Et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un pléiade de poche, comme j'emmène mon Montaigne, comme j'emmène mon Edgar Poe, comme mon Nathalie Sarraute qui me regarde de là-haut, ou justement, comme mes 3 Henri Michaud. C'est un trésor d'exploration, d'outils. Et c'est un petit Lovecraft. Alors, ils avaient fait ça pour Claude Simon, par exemple, 2008. Je crois que c'était ça. Une compile Claude Simon, un peu le best-of. Et puis après, après la mort de Claude Simon, voyant que non, il y avait quand même des gens qui disaient non, ça ne nous intéresse pas, l'anthologie. Ils ont fait un volume 2 avec ce qui restait. On n'a pas un Claude Simon, ni chronologique, ni... Bon, mais c'est comme ça, c'est leur problème. Mais là... si je prends le corpus canonique Lovecraft, c'est 36 récits, avec des très brefs, qui peuvent aller jusqu'à quelque chose de long, comme Affaire, Charles Dexter Ward, The Case. Case, c'est une affaire au tribunal. C'est pas un corps, c'est pas... Tu regardes un... Non. Il y a ce premier truc, que là, tous les titres, Montagne du délire, le cas Dexter Ward... Non, pour le verbe outre, dans l'abîme du temps, The Shadow of Times, quelque chose qui dise, je ne sais plus comment ils ont traduit, attendez, je vous le dis, l'ombre d'outre-temps, enfin ça. Mais c'est surtout le fait d'avoir un Lovecraft amputé, c'est-à-dire, tu as 29 du texte du corpus canonique de 36. Et encore, là, ils ont inclus une collaboration, enfin un truc de... Lovecraft gagnait sa vie en faisant du rewriting, en bon anglais prononcé dûment, parce que ces gens se moquent de moi aussi un peu à cause de ça. Si je suis à baragouiner, là, à New York ou tout ça, je me débrouille comme un autre. Mais ici, là, en Indre-et-Loire, c'est plus difficile. Donc, ils ont mis un texte là, comme ça, qui n'a pas d'intérêt. Mais par contre, un texte aussi
essentiel, quoi. La quête en rêve de Kadhafi, l'inconnu. Eh ben, il n'y est pas. Bon. Et là, en lisant mes Michaud, alors on m'est tombé dessus de toutes parts, parce que j'avais osé critiquer la consécration officielle de Lovecraft. Mais c'est pas ça, il y a des trucs, c'est même pas la qualité des traductions. Bon, moi je les trouve un peu universitaires, elles sont très précises, etc. Il n'y a pas de problème, ils sont bien mieux, évidemment, bien plus anglicistes que moi à chaque fois, Monsieur Marsoin, là. Mais non, Monsieur Marsoin ou l'autre, là. Monsieur Laurent Folliot, traducteur de Jane Austen, c'est pas mon rythme, c'est pas ce que j'entends dans le rythme de Lovecraft. Allez, on cesse là. Cette vidéo, je l'ai enlevée parce que tout d'un coup, elle est devenue virale à mon échelle. Mais tout d'un coup, là, ces petites vidéos, c'est 300, 500 personnes. Des fois, ça monte jusqu'à 1000, 1500. Si je parle justement, si tu parles là, de Modiano et tout ça, parce que j'ai pas fini ce chantier là, Modiano. Puis là, plus de 8000 en 5 jours. Tu dis, là, je suis plus chez moi. Là, vous me connaissez pas, vous venez voir ça. Je l'ai mis en mode privé uniquement pour mes abonnés, parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Mais là, tout d'un coup, regardant les Michauds, c'est ça, voilà, ce Lovecraft amputé. Alors que, je vous dis, j'aurais eu un tel plaisir à avoir un Lovecraft de fond de valise. Eh ben, il est à peu près la taille, un peu moins, que le Michaud tome 2. Et le Michaud en 3 tomes, vous voyez, le 1, Équador, Barbare en Asie, certains plumes, La nuit remue, c'est déjà un peu plus gros que Lovecraft, pas tant que ça, mais ça veut dire que si vous aviez mis les Gallimures, les Kadhafi et les quelques textes qui manquent, mais qui pour nous sont tellement importants si tu veux comprendre la génétique de Lovecraft. Oui, quelquefois, il écrivait dans des revues gore, et donc ça le poussait à écrire des textes gore comme Herbert West, Réanimateur, mais là, ça devient carrément une censure. C'est-à-dire que justement, tu écris en fonction des supports de publication. Eh ben, on aurait eu quelque chose qui aurait été... est-ce que ça aurait été aussi gros que le tome 3 de Michaud? Non, certainement pas. Parce que, vous voyez, Michaud, ça fait quasiment 1 fois et demie. Alors, je ne suis pas pour contester, Michaud, pour moi, c'est immense. Mais, en gros, le Lovecraft, qui est, hop là, un tout petit peu plus petit que le tome 2, tu l'aurais fait à échelle du tome 1, eh ben, tu mettais les 36 récits. Ça, bon, ça ne me regarde pas. On brise là, c'est pas ça. Alors pourquoi Michaud? Il y a un des trucs pour moi qui est très important, tant que je fasse un peu de ménage en même temps. En général, après, tu vois, pour moi, c'est un indice. Il y a les Pléiades dont tu gardes les boîtes. Michaud, c'est le cas. Ponge aussi. Je pense que là, commercialement, alors on se fout de leur gueule. Ouais, les gens qui achètent des Pléiades, c'est pour les mettre là, sur les étagères et jamais les lire. Bah non, c'est pas ça. Moi, au contraire, c'est des outils de travail. Tu vois, même Michaud, là, il commence à... Mais c'est des trucs qui sont costauds. C'est en ce sens-là que c'est pas l'apanage là, de la petite maison Gallimuche, mais qu'on peut le considérer comme un corpus... c'est mon double décimètre en ferraille. On s'en sert beaucoup quand on fait de la mise en page de livres. J'allais dire, corpus d'intérêt général. C'est comme les quartos. C'est tellement bien les quartos quand ils sont super bien faits. Ce qui n'est pas le cas de tous. Bon, on n'ouvre pas tous les dossiers à la fois. On va s'en tenir à Michaud. Il s'est passé quoi hier soir? Alors nous, on fait ça régulièrement sur justement la partie Patreon, abonné de mon site. Les ateliers, oui, c'est moi qui fais les propositions. Mais l'atelier, j'ai toujours considéré ça comme quelque chose d'ouvert. D'une part, le but de l'atelier, c'est que, surtout quand c'était en école d'art, un dispositif universitaire, c'est de les éjecter.
éjecté, ben oui, que justement tu travailles à permettre, dans le temps du labo qu'est ce atelier collectif, que chacun dispose de son autonomie en tant que lecteur, lectrice, en tant que quelqu'un qui écrit, pour continuer ce chemin qui est rude, qui est patient, mais le faire en solo. Alors c'est tout de suite ambivalent parce que autrefois, il y a toujours eu des dispositifs où tu n'es pas solitaire. Beckett ne l'était pas complètement. Kafka ne l'était pas du tout. Si tu vois tous ses copains sur le théâtre là, de Michael Levy, Kafka était il y avait les temps d'écriture là, un petit peu là après sa sieste de 14h30 à 16h, après la compagnie d'assurance, et puis ensuite de 22h30 à 1h du mat. Mais si ça continuait toute la nuit, ça lui arrivait 3-4 fois, ça a continué toute la nuit. Mais quand tu lis la correspondance de Lovecraft, 35 000 lettres, c'est pas un exercice solitaire. Donc ça, comment, justement, avec nos outils comme les Zooms, comme là, cette plateforme de publication collective, chez Thierry, vous ajoutez atelier au pluriel / et puis là, vous avez ce foisonnement là, de textes où chacun publie, chacune publie ce qu'il ou elle souhaite. On a, alors en général, c'est une fois par mois, ça dépend, des fois c'est plus fréquent, d'autres fois on a moins de candidats. C'est-à-dire, moi je suis en train de travailler ce texte. PDF, alors uniquement abonné, il n'y a aucune trace, truc comme ça, c'est vraiment un lien FTP, et puis dès que la séance est passée, hop là, on efface, et c'est terminé, parce que c'est un texte dans son état provisoire, mais en général, hier soir, on était 12, 14, choses comme ça, tu as 10 jours pour t'acclimater au texte, et puis pendant 1h30, on en discute, seulement de deux, on a essayé 3, ça marche pas, c'est pas bien. Hier soir, on avait une de ces séances avec 2 textes. Et moi, évidemment, il n'est pas question de rompre la confidentialité là, de ces échanges. C'est ça qui les permet. Mais alors, un de ces textes, c'est vraiment important, et peut-être j'y reviendrai sur les questions de photographie. Peut-être on se fera un truc sur la chambre claire de Barthes. Il faudrait faire le point là-dessus. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, un auteur, donc, qui a un site, etc., et qui avait rassemblé, il y en avait à peu près 80, sur plusieurs années, des textes d'intensité. Mais c'était des proses avec des narrations, des effets de fiction qui naissaient de l'intérieur de ces proses. Et le PDF qu'il m'avait transmis, il y avait donc ces proses en continu, un petit astérix centré au astérisque, et moi j'ai un style astérisque prédéterminé, parce que c'est important, dans ce cas-là, vous sautez pas une ligne avec un astérisque au milieu, vous ressautez une ligne, non, vous mettez le style astérisque avec un grosse petite étoile, et puis vous diminuez un peu l'interligne de chaque côté. En gros, ça fait un blanc d'une ligne et demie. Cette question des blancs, c'était déjà aussi, en tant que tel, une question totalement centrale pour Michaud. Le blanc nous appartient, non pas en tant que geste typographique, mais en tant que rythme d'écriture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on écrit, des surfaces, et dans l'après-midi, en travaillant ce texte, je me dis, attends, je prends, alors c'est le PDF, tu fais ouvrir avec, et je l'ai ouvert en Word, les conversions sont super balèzes, puisque c'est quand même Microsoft et Adobe, tu peux faire confiance, tu passes d'une boîte de fromage à une autre, avec les métadonnées, les styles et tous les machins, et moi, pour que j'arrive à lire ce truc, il me faut des blocs qui soient carrés, le plus long soit à peu près l'équivalent de la page. Il me faut des lignes qui donnent cet effet de surface, et je veux pas d'astérisque, je veux que ça saute d'une page à l'autre, de texte en texte. Et finalement, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et la discussion, c'est qu'est-ce que ça change à la lecture, avec une autre question qui a surgi aussitôt. Qu'est-ce qu'un livre dans lequel
chacune de ces fictions, alors évidemment, tu as les micro-fictions de Régis Geoffrey, il y a puis toute une tradition de poèmes en prose, à commencer par ceux de Baudelaire, et les illuminations de Rimbaud, Painted Plates. Et là aussi, on en a discuté. Et la question, c'est des gens qui disent, oui, mais tu vas l'envoyer à des éditeurs. Ça fait rien. On a cité plusieurs éditeurs qui ne craignent pas ce genre de choses. Mais dire, est-ce qu'on peut lire un livre de 80 textes qui chacun soit indépendant l'un de l'autre et qui, de plus, ont un fonctionnement d'intensité qui fait que, pas possible, tu ouvres Modiano par exemple, l'unité, tu vas lire les 140 pages là du roman, il n'y a pas de problème, et tu vas retrouver le même jeu dans un autre, mais ce sera aussi 140 ou 60 pages. Et là, si tu as des choses comme ça, tu as texte qui fait ça, texte qui fait ça, là c'est le 13, là c'est le 14. Comment tu peux vivre avec un livre et considérer que ce livre est important, alors même que tu en as lu 3 ou 4, waouh, ça y est, tu as atteint, non pas ton point d'épuisement, mais un point d'intensité tel que tu restes avec ça. Tu peux pas construire. Alors, on s'est mis à discuter là-dessus, et évidemment, moi, c'est Michaud là, qui est venu là. Alors, Michaud, c'est Jung. Est-ce que j'ai lu Michaud de façon linéaire? Alors oui, Équador, oui, Barbare en Asie, oui, certains plumes, mais même face au verrou, la composition savante du livre fait que si tu lis L'espace aux ombres ou si tu lis L'étranger, tu les lis pas les deux en même temps. Tu lis Michaud, et je le lis pas, par exemple, c'est pas ma lecture du soir, c'est ma lecture de table. Les livres, ils sont là, au-dessus de moi, et pourtant, ça fait plus de 30 ans que j'ai ce rapport-là avec cette œuvre-là. Un rapport totalement contraire à Proust, où j'ai une fois par an, tu pars 3 semaines dans Proust, tu choisis ton point de départ en fonction d'un truc, puis hop, tu repars dans la boucle. Et je me suis levé pendant le Zoom, parce que ce truc-là, je savais plus s'il était là ou s'il était là. Je les ai aussi. Alors, c'est les versions qui sont des fois, je crois que c'était Mercure de France. Non, celui-là, c'est NRF. C'est les versions grand format, reprises par Gallimard toujours partout. Mais avec cette question du grand format et de la page. Et là, dans la discussion, mais attends, chemin perdu, chemin cherché, chemin perdu, transgression. C'est ça qui doit servir de modèle. Et ce matin, alors, je l'avais donc sur ma table, je le reprends. Alors, chemin cherché, chemin perdu, transgression, c'est donc 40 textes. Et ensuite, il y a un autre ensemble. Alors, celui-ci s'appelle « Les Ravagés ». D'où ce titre, ce matin, Henri Michaud, Les Ravagés. Et ensuite, c'est un autre texte. Alors, c'est des textes écrits, disons, a priori de 73 à 77. Michaud est mort en 84, donc le livre paru en 81, c'est un des derniers livres, après Poteau d'angle. Avant aussi, période façon d'endormi, façon d'éveiller. Un des derniers livres composés par Michaud en pleine conscience du geste de publication. Et donc après, c'est un ensemble qui s'appelle Coup d'arrêt. Un autre, moi, qui m'a toujours... au point que j'en ai fait des lectures avec Pifarelli, et que j'avais intitulé ces lectures « En route vers l'homme ». Je me souviens très bien de ça, d'avoir fait des perfs intitulés « En route vers l'homme ». Mais, donc ça, un an, puis ça finit par « Jour de silence », que c'est un texte, j'allais dire, légendaire, où ce titre-là, « Désensevelissement », et juste après... Quand le réel a perdu de sa crédibilité. Vous ne me croyez pas? C'est marqué là. Et donc, là, moi, ce que j'évoquais, c'est le 1. Donc, cet ensemble, en gros, qui fait presque la moitié du livre, qui est composé de 40 fictions narratives indépendantes les unes des autres. Et justement, en essayant, c'est ça pour moi l'avantage du Pléiade, en allant chercher où écrit, quand écrit. Il faut que je surveille un peu mon temps, ça fait rien, on fera une vidéo longue.
Donc je savais que c'était forcément dans le tome 3. Je vais dans les notes. C'est évidemment formidablement bien fait. On a besoin de ces livres outils. Et là, je suis un peu embêté parce que du coup, je suis tellement en rogne après le Pléiade Lovecraft que je ne veux pas trop regarder ce qu'il y a de comment c'est fait. Mais enfin bon, c'est le travail de Raymond Bellour, quoi. Raymond Bellour. Et y compris que c'est pas le plus facile pour Bellour, parce que tu parles d'un proche. Et quand tu produis ces appareils critiques, ces notices et tout ça. Et ce que je me suis aperçu, donc Chemin perdu et tout ça, voilà les 40 textes. Et eux, dans le Pléiade, eh bien, c'est pas des astérisques, ils ont conservé la numérotation. Mais là, c'est quoi 13, même que je montrais, tiens, comme par hasard ici, c'est comme ça. Et puis après, dans la continuité de la page, c'est-à-dire que tu n'as pas la question de la tourne de page, tu as juste un petit bloc comme ça. Qu'est-ce que ça change? Alors évidemment, j'ai pas de réponse, surtout pas de réponse, mais hier soir, la discussion s'est posée là-dessus. Et le geste que j'avais fait sur ce PDF reçu, pour moi me le rendre lisible dans ses enjeux, qui était de l'avoir reformaté en virant les astérisques et en travaillant sur des blocs avec tourne de page, j'ai découvert que la mémoire que j'avais de ça, c'était évidemment Michaud et donc en particulier Chemin cherché, Chemin perdu, Transgression, mais que quand je le lisais dans le Pléiade, c'est pour ça que j'ai les deux en fait. Quand je lisais dans le Pléiade, eh bien le geste s'était fait de façon inverse, c'est-à-dire recomposer le texte de Michaud, tout simplement pour des questions de place aussi. C'est ça aussi, c'est question d'édition. En quoi c'est pas simple. Alors je me suis dit, tiens, alors ce que j'ai fait, j'ai mis 4 post-it, mais alors vraiment arbitrairement, c'est l'idée, j'ouvre au hasard, tiens, celui-là je l'ai mis, et donc l'idée était de lire à l'envers, d'ailleurs, 4 petits bouts de ces blocs fiction, blocs narration, et les questions que ça pose, nous, à notre rapport de lecteur, sur la linéarité, sur la continuité, à l'intensité d'un livre. Ok, ça vous va? Allez, on prend 10 minutes pour ça. Alors, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est en tête, là, je garde l'édition Ex-Mercure de France, c'est en tout petit caractère, en italique. Non, c'est pas en italique, mais c'est en tout petit caractère. Page venue en considérant des peintures d'aliénés, hommes et femmes en difficulté qui ne purent surmonter l'insurmontable, internés la plupart, avec leurs problèmes secrets, diffus, 100 fois découverts, cachés pourtant. Ils livrent avant tout et d'emblée leur énorme, indicible malaise. Or, l'intensité des textes de Michaud, elle ne tient pas du malaise. C'est bien autre chose, tu retournes le malaise en force. Et c'est là où l'appareil critique du Pléiade est formidable, sur cet ensemble de textes qui s'appelle Les Ravagés, 40 textes. Alors il dit que, vous savez qu'il y a tout un ensemble, là, au moment de l'homme visionnaire, après les textes de drogue, où c'est très bizarre, parce que Michaud est reçu à Strasbourg, et que quand, c'est pas à Sainte-Anne, et pourtant il était, en tout cas en contact, les expériences de drogue se font en partie avec Jean Delay, le père de Florence Delay, qui était à l'époque en charge de Sainte-Anne, mais il y a lui-même à Strasbourg, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une blouse blanche pour aller à la rencontre des patients. Et aujourd'hui, si tu fais un atelier d'écriture dans un établissement psychiatrique, les soignants vont participer, certainement. Mais tu vas certainement pas, toi-même, supprimer. Là, c'est ce qui est, a priori, est la première exigence. C'est-à-dire que le rôle soit clair. Tu prends pas de blouse blanche. Lui, il le fait. Et ces textes-là, dans Grandes épreuves de l'esprit, enfin en tout cas cette période-là, qu'est-ce que pour nous c'est important? Émergence, résurgence, tout ça en va aussi par la voie des rythmes. C'est une inflexion considérable dans le chemin de Michaud, au point que au début, c'est qu'est-ce qu'ils écrivent, les patients, avec leurs dessins. Et non, après c'est l'autre décision, comme la blouse blanche, dire c'est moi qui écris sur leurs dessins. Et donc on est plus de 10 ans après, en Suisse. Là encore, c'est travailler sur une documentation.
c'est-à-dire c'est des peintures, des dessins, et il y a un entretien qui est cité là par, est-ce que c'est Raymond Bellour qui signe la notice, on va pas... oui, là, il est ravagé, paraît en 1976 aux éditions Fata Morgana. Donc ça a été publié à la façon Michaud, de façon indépendante, comme livre seul. Le premier livre, c'est pas Chemin cherché, c'est Les Ravagés en tant que tel, chez Fata Morgana, tiré à 1300 exemplaires. Michaud disait toujours qu'au-delà de 800 exemplaires, c'est pas vrai, il y avait tromperie. La couverture est d'un gris sourd, le titre en rouge sombre, le reste de la typographie noire. Le nom de l'auteur, le titre et le nom de l'éditeur, seuls superposés sur la couverture, sans vignette, et forment un carré. Parfait. Notion du bloc, notion du carré. Et donc là, je ne vais pas vous lire de ça, mais c'est ça dont on a besoin. C'est ça qui fait qu'on réagit de façon si viscérale à ce qui, moi, fait le cœur de ma bibliothèque. C'est la Pléiade, mon Saint-Simon, mon Balzac, 3 éditions de Proust. Bon, revenons pas là-dessus. Et là, est-ce que c'est Bellour ou Jean-Claude Martin? J'en sais rien. Allez, appelons-le Raymond Bellour pour l'amitié qu'on lui porte. Il nous cite un long entretien qui n'est pas reproduit dans le Pléiade, qui date des toutes dernières années de Michaud, 82-84, avec Vera Mihailovic Dickman, qui donc a communiqué à Bellour le texte inédit de cet entretien. Et là, il y a des tas de trucs. Alors, par exemple, il avait été dans des hôpitaux, des cliniques diverses, y compris à Lausanne, où il avait pu parler avec les internés, examiner leurs peintures, tout en ayant peu de renseignements sur eux, mais à part les textes inspirés de 6 à 7 peintures de Lausanne, publiées discrètement dans la NRF il y a très longtemps, entre guillemets, là c'est des citations directes de Michaud, textes secrets en quelque sorte, la plupart des textes sont venus par les images et dessins vus dans des livres. Après méditation, il est entré dans le corps de ces personnes, et Michaud qui parle, il faut s'y glisser, le sentir. Les paroles viennent en même temps, 2 mots pas à leur place, foutent tout en l'air dans ces choses-là. Là, c'est bien Michaud qui parle. Il n'y a pas de mots gratuits. Les changements l'ont été pour tout ce qui semblait plus juste, en soulignant. C'est un style d'embarras. Oui, c'est leur expérience. L'embarras, mais en même temps, la fierté, c'est eux, c'est leur particularité. Il n'y a qu'eux qui vivent ça. Si quelques-uns regardent de haut le médecin, ils en souffrent, en même temps, ils s'y plaisent, ça les rend intéressants. Et ça continue sur ce même registre-là, en particulier tout un développement sur le fait que lorsqu'il s'agit de patients, quel que soit le dessin ou la peinture, une fois faite, elle est rejetée. Et que s'il y a des symboles, un oiseau sans ailes, des choses cassées comme ça, ces symboles qui peuvent être là comme évidence, ils sont juste comme outils, et pas du tout comme récapitulant le travail. Et il y a une autre petite truc là, qui m'a fait tic, mais c'est juste là, et tout de suite, il y a 3 quarts d'heure, d'ailleurs, j'enregistre, là, il est 9h30, vous voyez, c'est vraiment impromptu. C'est dire que ces patients qui livrent ces peintures, ils sont des auteurs et non des artistes. Et là, tout d'un coup, je suis tombé des nues. Michaud est artiste quand il les dessine. Est-ce que auteur, il est plus artiste? Pour nous, c'est presque le contraire aujourd'hui. Se dire, t'es auteur, tu cherches c'est absolu. Ce qui te rapproche des copains sculpteurs ou peintres. Est-ce que tu y as droit en tant que littérateur? Lui, auteur et non artiste. Et le contexte est posé, mais là, cet appareil-là, donc, il est ravagé. Donc, 76, Fata Morgana. Moi, j'ai une édition de 81, 5 ans plus tard, donc quand c'est repris chez Gallimard. 33, le tableau. Sur 4 pattes basses, un corps long, rudimentaire, tubulaire, tête d'homme devant, poitrine courte, le milieu, le bassin n'en finissant pas, et le derrière en l'air, dilaté, relevé, grand ouvert, telle une embouchure de saxo, embouchure anus, ainsi apparaît cet interminable
humano-bassé. Homme, il l'est tout de même, comme il apparaît à la tête restée importante de cet être infiniment embarrassé, une haute tête pour pouvoir observer un énorme nase sentant ce qu'il y aura à sentir. À l'autre bout, plus importante encore, la sphère anale, bouche dévergondée, bouche d'égout, bouche terminus des intérieurs non dominés. C'est un tout à la fois, comme une dégringolade, masse malsaine d'irraisonnés arrivant de partout à grands flots pour emmêler, engloutir, emboutir la conscience dépassée. Le saxo l'exprimera en plus fort, en plus bas. Il clamera à la place... Hop là, ma tourne de page. Ah oui, il est long celui-là, c'est peut-être l'autre d'ailleurs que je vais... apathique individu, le méli-mélo tonitruant de sa base, de ses ténèbres, dans le corps bas, si étonnamment prolongé du monstrueux animal-objet, dont l'immobilité ne doit pas tromper, est dit en vrac ce qui, tout ordre arraché, encombre et pèse dans un homme envahi et dépossédé de son moi, lequel inconfortablement, dangereusement, inharmonieusement, tant encore vaille que vaille, de se reconstituer. Fin du bloc. Comment voulez-vous lire en continu quelque chose de cette force ? 23. Elle trempe dans l'indéfini, la petite mongolienne venue au monde de nulle part. Vague forme sur une vague voie, entourée de vapeur, elle chemine, brume elle-même, à peine plus dense, passant presque inaperçue, comme le passé entrant dans le présent dans l'avenir, le crépuscule dans la nuit. Vague et totalement désarmée. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle faisait lorsqu'avec un tendre crayon de couleur verte et par une légère touche, elle amena distraitement au dehors sur la feuille de papier cette pâle forme informe et fantomatique qui, plutôt que cheminer, flotte et voudrait continuer à flotter sans se heurter. Destin douteux. Le ruban de l'existence commence seulement à se dérouler, et si mal, pauvre enfant, au pauvre moyen. Elle ignore qu'elle va être dirigée, manipulée obstinément, interminablement. Ses mains, jambes, pieds et autres parties de son corps, ils tiennent juste à ce ils tiennent à ce qu'elle en fasse l'occupation des travailleurs en blouse blanche et au plan défini, en ont décidé ainsi. Tiens, la blouse blanche. Mais cette fois en rupture, en opposition. À la dérobée, on te regarde enfant, comme on regarde une mongolienne, infirme, innocente, à peine humaine, et cependant. 18, toujours ces adverbes, le rôle de l'adverbe, indubitablement, ces adverbes en 5 syllabes, appartenant indubitablement à quelqu'un qui ne sait rien faire, un corps maigre, faible, d'où chétives pendent deux menottes, signe d'impuissance et de dépendance et de vie à volo. Mais le visage compte, important, anxieux, visage de qui n'a pas encore démêlé les intentions du Dieu qui si souvent lui parle, et si, encore adverbe, 5 syllabes, énigmatiquement. Sur un horizon spongieux monte un ciel considérable. Sur un horizon spongieux monte un ciel considérable en deux moitiés, l'une éthérée, l'autre bourrée de grosses gousses sèches. Comment, sous cette masse, reprendre espoir? N'importe, vie inutile, vie gâchée, vie de rejeter, de tenue à l'écart, d'enfermer et de condamner, mais tout de même vie comme un ostensoir. Tiens, la référence à Baudelaire qui débarque ici. Ça, c'est pas fréquent chez Michaud. 12. Visages enfoncés, engoncés les uns dans les autres, l'aggloméré de visages surmontés d'un oiseau médiocre et sottement couronné comme une ridicule crétine un soir de fête et de trop de bière. Amas de visages, visages dans le vague comme fœtus de l'amnios. Comme fœtus dans l'amnios. J'ai décidé que je ne ferai pas de montage, là, je laisserai les plantages. Mangé par un visage est un autre visage, irrésistiblement
tac, tac, encore l'adverbe à 5. S'agrège à l'autre qu'il subit, y tombe et périt doucement, visages absorbants. C'est à cause de cette répétition-là de visage et visage et visage, comme chez Bacon. Visages absorbants à la longue langue d'herbivore, l'air liquoreux gênant, molles au baveux désir qui sans se presser s'entremanche. Une figure d'amante agglutine tout un rang de figures proches qu'elle s'emploie à rendre tendres, puis plus tendres encore. L'humain et la pâte si pareilles, si remarquablement pareilles, et la visagophagie, visagophagie, s'étend et augmente dans la petite butte aux fades faces inexpressives qui s'engluent, se mangent et ne peuvent s'en empêcher nostalgiquement, adverbe 5 syllabes, emportés dans une irréversible dérive, limbe d'ici-bas de ceux qui ont perdu le pouvoir d'écarter. Vous savez, il y a un peu plus tôt ce texte de Michaud. On lui avait commandé un texte sur Magritte. C'est normal, on demande à un Belge, je parlais d'un écrivain belge. Et lui avait répondu, peut-être parce que c'était bien payé, oui, mais je ne mettrai pas le nom de Magritte. Donc il fait ce texte sur Magritte sans donner le nom de Magritte. Et ça s'appelle « En rêvant sur des peintures énigmatiques ». Ah, pareil, lui part d'images, mais ne les donne pas. Qu'est-ce qu'il nous donne, donc à la place? L'homme marqué, tout devait passer par le cercle, c'était sa vie passée, avoir à passer par la blancheur. Il n'en eut pas la persévérance, il n'eut pas la persévérance, il n'avait pas les moyens pour garder le courage de continuer. Et puis le mal de la maladie est venu, comme tu penses fort à Artaud, lisant ça. Autre glissement, autre chute, autre invasion, ascension maintenant impossible. Parmi les communes présences, il reste l'homme marqué, marchant marqué, reposant marqué, vivant marqué. Le cercle de lumière qui devait empêcher l'errance empêche l'oubli, captif du ciel, cercle qui le tient à l'écart des aventures médiocres. Porteur du signe, on ne lui enlèvera pas cela. Dans le tableau, un grand cercle blanc demeure plaqué sur lui. Nombreux sont les ennemis du cercle. Dès qu'ils le voient, d'emblée, furieux. Les étangs d'âmes damnées auraient-ils aussi des cercles, cercles d'illumination rentrés, cercles d'ombre luisante? Une même plaque désigne ceux qui, dans un parti ou dans l'autre, furent désignés à jamais. Henri Michaud, Chemin cherché, chemin perdu, transgression, première publication Fata Morgana, 1976, l'appareil critique de Raymond Bellour dans le Pléiade numéro 3, et il y a ce En route vers l'homme, j'aime tant aussi. Sur des questions de typographie, de composition de texte, de ce qu'on demande au livre qui compte. Et pas de montage.